Bonjour, je m'appelle Alexandre Arminjon. Je suis le fondateur et le gérant de ITAC, une chambre noire partagée et lieu d'exposition dans le Marais, ouverte en 2020. Et ce soir, j'ai le grand honneur et plaisir également d'accueillir pour un échange Agathe Gaillard et Jean-Luc Monterosso, modéré par Jean-Baptiste Gauvin, rédacteur à l'Œil de la photographie. Je préfère me retirer et laisser ces personnes plus compétentes échanger librement. Merci. Merci Alexandre, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette heure de discussion. Donc comme l'a dit Alexandre, nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Agathe Gaillard et Jean-Luc Monterosso. Merci beaucoup à tous les deux d'être là, c'est vraiment un honneur pour moi, je dois le dire, d'avoir ce petit moment avec vous parce que vous êtes des personnalités qui comptent beaucoup dans le monde de la photographie en France. Je vais vous présenter dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord dire un mot sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, puisque c'est cette nuit du tirage organisée par l'association Gens d'Images et ITAC et Alexandre. Agathe, vous avez employé un mot que j'aime beaucoup et Jean-Luc était d'accord, vous avez parlé d'énergie du tirage. Je crois qu'aujourd'hui, on va essayer de parler de ça parce que nous trois, on n'est pas du tout tireurs, voilà, on n'est pas non plus photographes, mais en tout cas, on est des amoureux de la photographie. On est des amoureux de la photographie et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Donc, que vous soyez très technique ou pas, je pense que la conversation sera intéressante. En tout cas, je pense que c'est bien d'aborder le tirage sous toutes ses coutures, sous toutes ses facettes. Et puis, s'il faut qu'on précise un moment qu'on parle d'argentique, d'un tirage spécifique, on le fera. Voilà. Alors Agathe Gaillard, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez ouvert l'une des premières galeries consacrées à la photographie en France en 1975. Vous avez exposé Henri Cartier-Bresson, Édouard Bouba, Manuel Alvarez Bravo, ou encore évidemment beaucoup d'autres, Hervé Guibert, pour ne citer que les plus jeunes, Hervé Guibert, voilà, qui a été un grand ami. Et pendant plus de 30 ans, vous avez été donc cette figure émancipatrice de cette photographie française. Pendant 42 ans. 42 ans, pardon. Le refuge de certains photographes aussi, l'encourageante personnalité qui leur offrait des murs pour montrer leur tirage. Nous allons donc en parler. Jean-Luc Monterosso, vous avez d'abord intégré le Centre Pompidou à Paris, vous avez fondé une revue de photographie, vous avez aussi dirigé l'espace photo des Halles dans le centre de Paris. En 1980, vous avez créé le Mois de la photo, qui était un événement formidable parce qu'il permettait de rendre compte de cet art un peu partout, et notamment qui a été très suivi, vous me le disiez, un peu partout dans le monde ensuite, donc événement qui a fait date. Et puis ensuite, en 1996, vous avez fondé la Maison européenne de la photographie. Donc c'est une institution qui est à 2 pas du métro Saint-Paul, que vous connaissez peut-être, qui donne toutes ses lettres de noblesse au 8e art. Vous êtes resté 22 ans à la tête de ce musée. Vous avez fait de très nombreuses expositions de photographie. Et en 2018, vous avez fait une exposition d'adieu qui est je trouve très intéressante parce qu'elle a posé vraiment beaucoup de questions. On en parlera. Et donc elle avait comme titre La photographie française existe, je l'ai rencontrée. Et elle a ouvert vraiment le champ à une matière de recherche très intéressante parce que de nombreuses publications ensuite ont suivi et a montré bien en tout cas le dynamisme de la photographie française dans ces années 60-70 jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, vous dirigez un musée en Chine, à Chengdu, si je ne me trompe pas, dans le sud-est du pays. Et vous organisez aussi des expositions comme en ce moment à l'abbaye de La Selle, dans le Var. Nous sommes ici, je le disais, grâce à l'association Gens d'Images, qu'il faut quand même saluer, une association donc, qui a été créée parce qu'elle a envie de valoriser le travail des photographes, de promouvoir tous les métiers liés à l'image, et elle organise en fait des rencontres exactement comme celle-ci, où on a l'occasion de discuter d'un thème, d'un sujet qui nous passionne. Donc remercions-la, et aussi remercions évidemment ITAC, Alexandre Arminjon, qui est photographe et fondateur de ce lieu, qui nous réunit ici. Et d'ailleurs, c'est une exposition d'Alexandre. Si vous avez envie de voir des beaux tirages après ou pendant, vous pouvez. Donc le tirage photographique qui nous occupe aujourd'hui. Alors ma première question à Agathe et Jean-Luc, elle est très simple. Nous sommes dans l'ère du tout numérique qui nous crève un peu les yeux en ce moment, parce qu'on le voit partout, on le sait, avec une production quotidienne d'images qui est extraordinaire, mais en même temps qui donne un peu le vertige. Un chiffre déjà qui est saisissant. Aujourd'hui, il y a 100 millions de photos et vidéos qui sont postées chaque jour sur Instagram. Alors dans ce contexte, ce que je souhaitais savoir, si à votre sens la présence physique de l'œuvre d'art est toujours essentielle, et s'il vous semble que voir l'œuvre photographique tirée et exposée dans un lieu comme là l'est aussi. Je réponds. Il y a des grandes différences entre les photos faites avec un téléphone, qui sont des notes, qui ne sont pas des œuvres d'art, qui sont des notes, et que n'importe qui peut faire, même sans regarder, comme ça, avec une photographie qui appartient, que nous avons beaucoup travaillé pour faire accepter dans le monde de l'art.
puisque en 1975, la photographie était quand même traitée un peu comme les photographes. Moi, j'ai connu les photographes, parce que quand j'ai connu Jean-Philippe Charbonnier, j'ai connu ses amis, et les photographes entre eux savaient se respecter, savaient qui était très bon, et ils s'admiraient entre eux quand c'était le cas, où ils portaient des jugements les uns sur les autres. Et moi, je me disais, ces gens sont admirables, je les trouvais extraordinairement intelligents, ils observaient tout, ils voyaient tout, ils comprenaient tout, en même temps, ils passaient pour des cons. Et dans les journaux, quand on les envoyait toujours en reportage, avec un rédacteur qui, lui, était censé penser et écrire, alors qu'eux étaient ce qu'on appelait à l'époque, gentiment, des presse-boutons. J'étais un peu étonné de voir que ces gens que j'admirais étaient si mal considérés. Et je me suis dit naïvement, moi je suis arrivé du Midi, de ma province, j'avais mon bac, c'est tout. J'ai eu la chance, 8 jours après, de travailler dans la plus grande librairie de Paris, qui était la Une, où on m'a mise par hasard, par le destin, au rayon des arts. J'y connaissais rien, mais j'ai appris toute ma vie, j'ai appris en écoutant les gens, en écoutant ce qu'ils savaient. Et là, j'ai rencontré à la Une beaucoup d'artistes, et beaucoup de gens très cultivés, et je les écoutais, et j'ai appris comme ça. Et avec ma chef, au rayon des arts, on a créé le premier rayon de livres de photos, il y en avait une dizaine. Pas beaucoup. Et puis, on a eu l'idée, je pense que c'est mon idée, on avait suggéré, on avait mis dans la vitrine de la rue Saint-Benoît, on l'a fait 3 fois, un tirage original sur un petit chevalet et qui était à vendre, 200 francs. 200 francs, alors qu'un tirage d'un labo, ça coûtait 15 ou 20 francs. Donc on avait déjà mis un prix d'œuvre d'art. Et je sais que la première, c'était Jean-Philippe Charbonnier, et les 2 autres, je ne me souviens plus qui c'était. Mais on ne les a pas vendus, il y a juste un collectionneur qui a proposé 50 francs, et on lui a dit non. Et donc on a fait ces expériences-là. Et quand j'ai quitté la Une, parce que j'ai rencontré à Une Jean-Philippe Charbonnier qui m'a enlevé, et après j'ai voyagé avec lui, et en l'observant faire ses photos, j'apprenais ce que c'était que le métier de photographe. Je le voyais regarder, attendre, choisir, tout d'un coup déclencher. Et je voyais comment la vie se passe. Et puis il y a un moment précis, et qui est un centième de seconde, où quelque chose se passe et où le photographe, qui lui-même n'est pas un robot, le photographe est un être humain. Donc il a soif, il a faim, il est fatigué, il en a marre, il a envie de pisser, il vit sa vie. Et puis il y a des moments où il peut être triste pour des problèmes, ou très content parce que quelque chose est arrivé. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de vivant, et à un moment précis, il se trouve devant une scène, et il est en capacité d'en prendre la réalité. C'est une question d'énergie, effectivement. L'énergie de la vie, il est capable tout d'un coup de coïncider avec et de la saisir sur son appareil, qui est comme un prolongement de lui-même. Les photographes, leur appareil, ils se demandent, ils savent d'instinct quelle lumière il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, en ce sens, la photographie, comme toutes les autres œuvres d'art, parce que les tableaux, les sculptures, c'est pareil, ça dégage de l'énergie, parce que ça m'a beaucoup frappé là, quand j'ai récemment, quand il y a 2 ans, j'ai vu l'exposition, je m'arrête bientôt, l'exposition de Léonard de Vinci, et j'étais absolument subjugué. Je me disais, mais Léonard de Vinci qui a inventé tant de choses, il aurait pu inventer la photographie, c'est pas si compliqué à inventer. Puis je me suis dit, il n'en a pas besoin, parce que dans ses peintures, je ressentais la même sensation que dans les grandes photographies, c'est-à-dire, même si elles étaient faites des siècles avant, ou 50 ans avant, on a l'impression qu'on était là avec le photographe. On est transporté dans cet instant précis. Et avec Léonard de Vinci, on a l'impression Moi, j'ai l'impression maintenant, tout à fait illusoire, que j'ai assisté, que j'ai été derrière lui quand il peignait. Donc l'art, c'est ça,
c'est capter l'énergie de la vie, lui donner un sens et l'inscrire dans une œuvre qui, même si c'est des statues grecques, même si c'est la photographie, vous le retransmet à vous qui regardez. Excusez-moi, je laisse trop parler. Mais vous savez, il ne faut pas me poser trop de questions parce que je ne m'arrête plus. Jean-Luc, j'imagine que vous allez... La question de départ, je crois, c'était l'intervention du numérique aujourd'hui. Oui, dans ce contexte, est-ce que la présence physique avec l'œuvre d'art est toujours aussi importante à votre sens? Oui, au moment où on est en train de parler de NFT notamment, absolument. C'est vrai qu'on est ici dans une galerie qui est tenue par un photographe, mais aussi un excellent tireur, qui est Alexandre Arminjon, et on voit ces images ici. C'est vrai que le contact physique qu'on a avec l'œuvre, à mon avis, est irremplaçable. Je crois qu'aujourd'hui, avec un appareil photo, avec un iPhone, on produit des images. La plupart des gens produisent des images. Ils ne produisent pas forcément des photographies. Bon, la photographie, c'est quelque chose d'un peu plus difficile. C'est quelque chose qui est, on l'appelait, c'est un peu l'écriture de lumière, voilà. Et je pense que même si des grands photographes aujourd'hui utilisent le numérique, par exemple Sarah Moon est passée au numérique. La plupart des photographes utilisent le numérique aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est important pour eux, c'est le résultat, c'est le tirage. Dans quel état ils vont présenter leur image. C'est une autre partie de cet art qu'il ne faut pas oublier, en tout cas. Voilà. Et donc, c'est vrai que le tirage est quelque chose d'important. Alors, dans la photographie argentique, aujourd'hui, je pense que la plupart des jeunes ne savent pas ce que c'est que la photographie argentique, ou très peu. Certains n'ont pas vu de planche contact, par exemple. La photographie argentique, ça permet effectivement, souvent les photographes à tirer eux-mêmes leurs photos. Doisneau tirait ses photos. Doisneau a tiré ses photos toute sa vie, et quand j'ai voulu faire de la galerie et que j'ai réuni quelques grands photographes, je leur expliquais mon projet et que je leur ai demandé, ils étaient très séduits, et quand je leur ai demandé de me confier une dizaine de tirages chacun pour démarrer, Doisneau m'a dit cette chose touchante, alors c'était le seul qui tirait ses photos. Il m'a dit « Je vais les faire pour qu'elles soient très très bien ». On va parler justement de ce duo aussi entre tireur et photographe un peu plus tard. Une rapide question à Agathe Gaillard et ensuite Jean-Luc Monterosso, je vous demanderai quelque chose aussi à propos de l'importance du tirage, notamment dans votre aventure à la Maison Européenne de la Photographie. Agathe, pendant qu'on a préparé cet échange, vous m'avez raconté l'histoire justement, c'est de là où est sortie cette formule, l'énergie du tirage, une histoire à propos d'André Kertész qui avait retrouvé des négatifs après des années où il n'avait pas pu avoir accès à ces négatifs, ils avaient été cachés pendant la guerre. Et voilà, là vous dites, c'est un photographe justement qui tire ses photos, et là on sent une énergie formidable. C'était quand il a quitté Paris en 1936, il est arrivé en 1925, et quand il a quitté Paris pour passer un an à New York, sous la demande de l'agence, je ne sais plus comment elle s'appelait. Non, enfin bon. Il était parti pour un an. Et puis il a été très déçu en arrivant. Il était déjà à Paris de photographe connu. Il avait fait une exposition dans une grande galerie de peinture, comment s'appelait cette galerie, le Sacre du Printemps. Il avait fait une exposition. Il était un photographe déjà très reconnu. Il y avait ce journal formidable qui s'appelait Vue, dont il était un des principaux photographes, qui avait été créé par Lucien Vogel, qui était le père de Marie-Claude Vaillant-Couturier. D'ailleurs, vous ne savez pas qui c'est, mais ça fait rien. Ils se sont retrouvés avec Kertész à la galerie. C'est ma voisine. Et donc, il a été déçu, il voulait rentrer, mais en même temps, quand ça a commencé, il s'est rendu compte qu'il était juif. Il ne se rendait pas bien compte qu'il était juif, mais enfin, c'était pas à l'époque ce que c'est devenu dans les années qui ont suivi. Et la guerre a éclaté, et donc il est resté coincé à New York. Et il ne savait pas ce qu'était. En partant, il avait confié à une amie toutes ses plaques de verre, tous ses contacts. Et puis, il ne savait pas ce qu'elle était devenue.
Elle-même, elle était rentrée dans sa région de naissance à Bordeaux. Elle avait enterré dans son jardin tous les négatifs de Cartès, comme faisaient les gens à l'époque, ils enterraient les bijoux dans les jardins. Et elle ne savait pas ce qu'il était devenu, et lui ne savait pas ce qu'il était devenu, et il était très triste d'avoir perdu tous ses plus beaux négatifs. Et puis en 64, j'étais encore dans le Midi, mais il y a eu une exposition à l'ABN de Cartès. Je ne sais pas qui l'a organisé, j'en sais rien. Enfin, à cause de cette exposition, cette femme a entendu parler de lui, elle a retrouvé son adresse, et elle lui a écrit. Alors je ne sais pas comment elle lui a rendu ses négatifs, s'il est venu les chercher, si elle les lui a rapportés, j'en sais rien. Mais il a récupéré ses négatifs, et là il était fou de bonheur, et pendant 2 ans, il a fait des tirages. Et avec toute sa passion. Et j'ai justement la chance d'avoir un tirage que je n'ai pas acheté à lui, que j'ai acheté à quelqu'un qui m'avait proposé, son tirage de l'atelier de Mondrian, qui a été fait à ce moment-là par lui. Et c'est vrai que ce tirage est infiniment plus beau que tous les tirages que j'avais vus avant, de la même photo, par son excellent tireur pourtant. Il y a quelque chose de sacré dans ce tirage, et pourtant, vous connaissez cette photo, l'atelier de Mondrian, je ne sais pas, mais c'est rien en soi, c'est rien, ça pourrait être nul. Et il y a quelque chose qui fait que même des gens qui ne connaissent pas la photo, comme elle est accrochée chez moi et quand ils la voient, ils sont fascinés, et j'en connais qui me disent « Qu'est-ce que j'aimerais l'acheter ?» J'ai dit « Non, moi je ne la vendrai pas. » Donc on sent vraiment quelque chose de magique, cette énergie elle est magique. Je ne sais pas sur quoi elle repose. Mais évidemment, il y a les films sensibles, il y a les papiers sensibles, on parle toujours de sensible, hein. Et donc sensible à quoi? À l'énergie, parce que la vie c'est l'énergie. Toutes les sensations, les sentiments qu'on a, c'est de l'énergie qui est transmise. L'amour, c'est ça. La haine aussi, d'ailleurs. C'est une mauvaise énergie. Mais... En tout cas, on voit en vous écoutant qu'il y a autant une énergie, comme vous dites, une poésie aussi dans le tirage que dans la prise de vue, et que ça peut être un peu la jonction des deux qui fait parfois la très grande beauté d'une œuvre comme celle que vous avez chez vous. Cette énergie, elle est prise dans le négatif, et alors après passe le deuxième stade, c'est de transcrire sur du papier, c'est-à-dire de faire le tirage et de retransmettre l'énergie initiale. C'est ça, de continuer, d'arriver à faire en sorte que les deux se joignent pour faire quelque chose d'exceptionnel. Je parle d'énergie parce qu'il me semble que la vie c'est de l'énergie, je ne vois pas comment la définir autrement. Absolument. Jean-Luc Monterosso, vous qui avez donc dirigé la Maison européenne de la photographie pendant plus de 20 ans, j'imagine que cette question de la qualité des tirages, de leurs forces respectives, était aussi très importante et au cœur parfois des expositions. C'était en tout cas quelque chose qui comptait dans les projets d'exposition? Oui, absolument. Quand j'ai proposé au maire de Paris de l'époque de créer la Maison européenne de la photo, c'était en 1988. Jacques Chirac. Le numérique n'existait pas. Hein, et donc... on avait le choix, soit collectionner des négatifs, mais il y avait déjà le patrimoine photographique pour ça, soit collectionner des tirages qui étaient... Alors, il faut bien comprendre qu'il y a dans le tirage, il y a trois formes de tirage. Il y a le vintage. Le vintage, c'est le tirage qui a été fait au moment de la prise de vue. Alors, c'est une notion un peu compliquée, le vintage, qui a été lancé par les galeristes américains. Certains sont extraordinaires, mais il faut se méfier avec les vintage. Hein. Deuxième, c'est ce que Agathe Gaillard a défendu aussi au sein d'une association, c'est le tirage original. C'est-à-dire le tirage qui est signé par l'artiste, contrôlé par l'artiste, qui est soit tiré par l'artiste, par le photographe, soit tiré par un tireur. Cartier-Bresson, par exemple, n'aimait pas tirer. Hein. Donc il tirait, il avait un tireur, c'était Pierre Gaspard au départ, ensuite ça a été Georges Fèvre, mais en général, il ne touchait pas au tirage. Et donc, et le troisième forme de tirage, c'est le retirage, mais le tirage qui est fait à partir de négatifs, mais qui n'a pas de valeur, qui est simplement de la documentation, dans la mesure où ça n'a pas été contrôlé par le photographe. Et comme disait Agathe, c'est vrai, celui qui tire une photo, je pense à Sieff par exemple,
qui aussi tirait lui-même ses photos. Oh c'est non, vrai Brigand. qu'il passait... Et souvent, c'était des couples, hein, le c'était des tireur et le couples, souvent, photographe. ouais. C'était des couples. On va en Ils parler aimaient justement, tirer. ouais, c'est vrai. Il y a des photographes qui aiment tirer. Je sais que Oui. Sieff adorait sa chambre noire. Quoi. Il Oui, était tout le temps là. Et voilà. Et c'est Gibson, vrai, Gibson aussi. et c'est vrai, Gibson, Oui. oui, je pense que le tirage, il n'y a que Gibson qui peut faire Ah oui. ce qu'il fait, Ouais. je pense, parce qu'il faut bien comprendre aussi, je pense que la plupart ici n'ont pas eu accès, peut-être, j'espère qu'avec Itac, ils vont avoir accès au tirage, à la chambre noire, mais parce qu'aujourd'hui, les tirages sont faits par des machines, hein. C'est des machines qui font des tirages numériques, qui impriment, etc. Alors que un tireur sous ses appareils c'est des sculpteurs finalement, ils jouent avec la lumière, ils vont masquer telle partie de la photographie, etc. C'est un artisanat qui, heureusement, n'est pas encore perdu. Absolument, justement, on va en parler. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir une émotion plus particulière pour un artiste, Jean-Luc Monterosso, à partir du tirage photographique, en tout cas avec le tirage photographique, c'est-à-dire très concrètement, est-ce que l'œuvre resplendissait encore plus avec la qualité d'un tirage? Oui, par exemple, les tirages au platine d'Irving Penn, mais j'ai eu une émotion très particulière avec un photographe d'ailleurs que Agathe a exposé, qui est Denis Bria. Quand j'ai vu, c'est ce qu'on appelle le mordansage. C'est un tirage, c'est une utilisation très particulière qui permet à des colorants finalement de jouer avec la densité de l'argent, de l'argentique. Et ces arbres faits par Denis Bria, il appelle ça d'ailleurs du grignotage, ça donne un aspect très étonnant puisque cette teinture finalement va être très peu apparente, va rendre les blancs encore plus blancs, très brillants, et les noirs beaucoup plus profonds. Et on a l'impression que la photographie est en relief. Presque elle est éclairée, peut-être presque. Ah aussi, oui, c'est extraordinaire. Les tirages, il a fait beaucoup d'arbres comme ça, les tirages faits par Bria sont absolument époustouflants. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une technique, il y a un savoir-faire, et qu'il ne faut pas effectivement que ce savoir-faire soit perdu. Agathe Gaillard, on l'a vu avec vous aussi, et Jean-Luc Monterosso aussi, qu'il arrive souvent que le photographe fasse le tirage lui-même, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas contraire, il semble en tout cas très important de le faire avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un qui vous comprend. Par exemple, on dit souvent que Joseph Koudelka a failli abandonner l'idée de tirer, de continuer à tirer parce que son tireur était mort. Peut-être même d'ailleurs que c'est le cas. J'ai pas réussi à voilà. Bah oui, justement, vous comprenez cette réticence. Et plus globalement, est-ce que vous pouvez parler de justement la force de la relation de ce duo photographe-tireur? Ce sont des couples. Ah oui. Ce sont des couples, et d'ailleurs, c'est très intéressant de le savoir. Je sais que, par exemple, Jean-Philippe Charbonnier mettait toujours au dos, comme il était très bavard, il mettait beaucoup de choses au dos, il mettait toujours le nom du tireur. Et c'est très intéressant de comparer la même photo faite par deux tireurs différents, avec qui, chaque fois, bien entendu. Oui, alors, je sais, alors, dans le marché, on a considéré le vintage, le tirage fait à la prise de vue, bon, qui était le seul important. Et après, on parlait de retirage. Et c'est absolument ridicule, parce que peu importe le moment où on fait un tirage, on fait un tirage différent. Et justement, Christiane Barrier, vous savez, Christiane Barrier, qui était une photographe experte en tirage, me disait, je trouvais ça très intelligent, il n'y a que des tirages uniques de la même image. Parce que chaque fois qu'on fait un autre tirage, on est dans un autre état d'esprit, ou éventuellement on a un autre papier, et le tirage est toujours très légèrement différent. En fait, si ces tirages sont faits manuellement, d'une manière artistique, il n'y en a pas deux semblables. Il y a toujours un, alors que je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur, mais il y en a un qu'on peut préférer, qu'on peut sentir mieux qu'un autre. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir justement des différences. Et pour moi, un tirage qui est fait au moment de la prise de vue ou qui est fait même 40 ans après, celui qui est fait 40 ans après peut être meilleur. Mais ce qu'on avait vu avec Carthage, dont vous parliez, c'est le fait qu'il les ait fait beaucoup plus tard que les prises de vue.
Vous avez eu peut-être ce type de témoignage aussi auprès des photographes que vous avez eu, les milliers de photographes que vous avez eu l'occasion de rencontrer? La relation avec le tireur est importante. C'est vraiment une histoire d'amour. Hein. Et d'ailleurs, il se fâche souvent. Si vous relisez les mémoires de Newton, vous verrez que ça n'a pas toujours été facile avec ces tireurs. Parce que la plupart du temps, il déchire pas mal de tirages avant d'arriver au résultat définitif. Hein. Et ça ne marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Je crois que... Et puis, voilà, par exemple, Cartier-Bresson voulait qu'on tire ses photos pas du tout contrastées. Il voulait ce genre. Donc, il fallait trouver un tireur qui accepte de faire ça. Bon. Et puis, ça me rappelle aussi une histoire avec Bustamante et William Klein. Bustamante, qui est un artiste, a été longtemps le tireur de William Klein. Et ils ont fait un portfolio ensemble. Et bien, quelques années plus tard, Klein considérait que c'était mal tiré. Donc, il a fait interdire. Oui, c'est vrai. Il a fait interdire le portfolio. Je me souviens quand Bustamante était en train de faire ce portfolio. Mais Klein était un personnage, c'est-à-dire un grand photographe, un personnage pas très sympathique. Donc, enfin bon, c'est et Bustamante était un excellent photographe tireur. Et ce portfolio est très très bien tiré. D'ailleurs, ce portfolio, nous l'avons à la Maison européenne de la photo. Et nous avons. William Klein a souhaité qu'on ne présente pas ce portfolio. On ne l'a pas détruit, bien entendu, on l'a gardé. Et il a refait les tirages, gracieusement d'ailleurs, je tiens à le dire, pour la maison. Voilà. Donc on a 2 jeux de tirage de ce même portfolio. Bon, en tout cas, on voit l'importance de ce duo. D'ailleurs, je crois qu'il y a un prix qui a été créé très récemment par la BNF et le collectionneur Damien Bachelot pour récompenser justement ce type de duo tireur-photographe. Et voilà un collectionneur d'ailleurs qui s'intéresse beaucoup au tirage. Hein. Ah bah absolument. Il achète beaucoup d'œuvres qu'on appelle des vintage. Le couple Bachelot, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils font très attention à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que leur plaisent beaucoup les Sol Leiter. Je crois que justement, ils sont très sensible à cette qualité du tirage aussi chez Leiter. À vous écouter, en tout cas, il est clair que On aurait pu évoquer Bernard Faucon aussi, les tirages de Bernard Faucon faits par Fresson. Ils sont extraordinaires. C'est-à-dire que quand Bernard Faucon m'a téléphoné la première fois pour parler de ses photos, et je lui ai dit, c'est embêtant, tirage couleur, parce que ils sont pas fiables, ils disparaissent, il faut trouver... C'est pour ça que je n'en ai encore jamais exposé, parce que c'était en... Oui, parce qu'Agathe avait le souci de la conservation quand même, hein, puisqu'elle vendait les tirages. Quand on vend quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour que... D'autant qu'il y a des tirages qui tiennent moins facilement que d'autres. On le sait, les tirages, par exemple anciens, évidemment, sont difficiles à conserver. La lumière peut tout à fait abîmer une photographie qui est tirée d'une certaine façon, avec un certain papier. Il faut faire évidemment attention à ça, et j'imagine que ce sont des discussions qui sont très présentes entre artistes et tireurs. En tout cas, j'explique Bernard Faucon. Je lui ai donc expliqué que c'était un handicap pour les photos couleurs qu'on n'avait pas trouvé encore une manière de les tirer qui les rende solides. Et il a trouvé Fresson. Donc Fresson, qui était donc un monsieur qui avait inventé ce tirage au charbon. Qui donnait un côté un peu pictorialiste, mais qui était alors parfaitement, on pouvait le mettre en plein soleil, il ne bougeait pas. Oui. Et donc Bernard Faucon et aussi John Bateau ont fait appel à lui. À l'époque, c'était le grand-père, le père, et c'était le père qui tirait. Et ils sont devenus très à la mode. Grâce à ça, en fait, grâce à cette couleur. Grâce à Bernard Faucon et à John Bateau, ils ont travaillé pour le monde entier. Et passionnante aussi dans la question du tirage, et complexe. Alors ici, on est dans une chambre noir et blanc. Je tiens à le préciser, parce que c'est vrai, en fait, on voit déjà par la dimension qu'on peut pas tout faire, et presque qu'il faut choisir, être tireur noir et blanc ou couleur. On peut faire les deux, j'imagine, mais je pense aussi qu'il y a une sensibilité, et c'est intéressant de voir qu'il faut de la place aussi, et que rien qu'ici, c'est simplement noir et blanc, mais c'est formidable que ce soit du noir et blanc aussi. D'ailleurs, la première exposition qui avait été faite ici, je crois curatée ou commissariée par Agathe, elle s'appelait Écrire en noir et blanc, ou en tout cas elle était consacrée au noir et blanc, au tirage noir et blanc. C'est exagéré de dire ça. J'avais simplement prêté à Alexandre quelques beaux tirages pour donner un niveau. Hein. C'était une manière en tout cas de montrer le... Il y avait effectivement des Bill Brandt, des Gibson, je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y avait quelques beaux tirages. Oui.
Alors, mais depuis, ils ont été remplacés par des très très beaux. Alors, je vois que pour Rousseau, vous qui avez organisé beaucoup d'expositions, est-ce que vous avez remarqué, ou pas d'ailleurs, que le tirage photographique peut être parfois un peu négligé, ou alors vous avez plutôt l'impression que ça a toujours été une dimension qui compte pour les artistes? Je vous demande ça un peu à l'aune de l'apparition du numérique que vous avez connu. Non, mais avec le numérique, on obtient aussi des très bons tirages. Hein. Il n'y a pas que la photographie argentique. Simplement, c'est deux manières de présenter des photographies très différentes. Mais on obtient une grande qualité. Et aussi, avec le numérique aujourd'hui, les conditions de conservation sont réunies. Hein. Voilà. Mais il y a une différence entre un tirage numérique fait d'après un négatif et un tirage numérique fait d'après un téléphone. Voilà. C'est pas du tout pareil. Parce qu'effectivement, Jean-François Spressigo fait des tirages numériques d'après ce négatif. Et je me souviens, quand je l'ai rencontré, je lui avais dit, j'ai jamais exposé moi de tirage numérique, je sais pas du tout ce qu'il faut en penser. Et il m'avait apporté 3 photos tirées en numérique et en argentique, la même. Et je dois reconnaître que pour ces photos à lui, le tirage numérique était plus beau. Et je me suis dit, après tout, si les photographes pensent que c'est bien, c'est pas à moi de décider, ils ont raison. Voilà. Au fond, le tirage, c'est une notion d'interprétation. Hein. Alors cette interprétation, elle peut être faite par l'artiste lui-même ou par le tireur. Mais rien ne remplace cette espèce de magie que seul l'argentique communique. Les autres, on voit des belles images. On voit des belles images. Mais on n'a pas... Vous savez, ça vous est tous arrivé sûrement dans des musées, au hasard de grands musées, de rester en extase devant un tableau du XVe siècle. Et moi, il m'arrivait de pleurer devant un Titien, j'en reviens toujours pas. Mais cette émotion-là qui vient justement de ce que ça communique à travers le temps, vous l'aurez pas avec le numérique. Vous pourrez dire c'est bien fait, c'est bien, mais vous n'avez pas cette communication qui est magique. Mais dans la photographie, moi ce que j'aime, c'est le côté magique, justement. Mais justement, le tirage, on voit à de multiples formes, c'est un art complexe. Je voulais savoir si tous les deux, vous aviez une certaine forme de tirage que vous préfériez, même très ancienne, je pense par exemple à l'albumine, qui était une des premières formes de tirage au 19e siècle, et il y en a de nombreux chez Adjet. Est-ce qu'il y a une forme de tirage qui vous plaît plus spécifiquement qu'une autre? Moi, je ne sais pas les reconnaître les uns les autres. Non, c'est vrai que en ce qui concerne le tirage au platine, quand même, tout dépend par qui ce tirage a été fait. Hein. Mais je reviens sur la première question, la question que vous me posez tout à l'heure, en disant est-ce qu'on expose des tirages qui sont pas très bons. Oui, c'est arrivé avec beaucoup d'artistes plasticiens, notamment des artistes dont l'œuvre était qui étaient des performeurs et dont la photographie était juste, il restait que la trace de ce qu'ils avaient fait, un témoignage. Eh bien, la plupart de ces photos aujourd'hui elles ont été mal lavées, mal tirées, et c'est vrai que elles ne sont plus présentables pour certaines. Hein. À ce point, oui. Oui, donc effectivement. Et puis il y a des photographes, je crois, qui ne s'intéressent pas tellement. Tillmans, je ne suis pas sûr qu'il s'intéresse beaucoup à la qualité de son tirage. Et puis il y en a qui sont doués. Gibson, par exemple, qui reste un physique d'homme fort comme ça, il a d'une délicatesse avec ses tirages. D'ailleurs, il a écrit un livre où il est allé interviewer les grands photographes qui sont particulièrement des tireurs pour expliquer leur méthode. Alvarez Bravo, par exemple, aussi était un grand tireur. Et puis quand il y a un moment où il voit moins bien, Kertész a eu à ce moment-là un tireur, et Alvarez Bravo, c'est sa femme Colette qui l'a formé pour ça, pour faire ses tirages. Et alors, comme elle m'a expliqué, lui faisait des tirages qui étaient très très noirs. Un peu trop à mon avis. Enfin, mon goût personnel. Et elle les tirait un petit peu plus doux, un peu plus gris. Seulement, comme Alvarez Bravo était vieux, il est mort à 100 ans,
du coup, il a prouvé, c'est très difficile, mais il a prouvé ceux qui étaient un peu plus gris parce qu'il les voyait mieux que les autres, comme sa vue avait changé. Et du coup, ceux de Colette maintenant sont les plus appréciés. C'est très intéressant. Ouais. Pardon, j'ai la situation inverse avec Bill Brandt, par exemple. Ah oui. Bill Brandt, qui pendant la guerre a photographié, était photojournaliste. Ses tirages sont très, 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 très doux, très, très clairs. Et avec l'âge, quand il a refait des tirages 20 ans après, 25 ans après, il avait en plus un diabète, donc il avait un problème de vue, donc il contrastait beaucoup. Et donc, quand on voit les deux photos, on a l'impression que c'est pas les mêmes images même, à la limite. Enfin, donc c'est assez étonnant. Bill Brandt, c'est encore un photographe dont les tirages sont extraordinaires. Hein. Ah oui. Ah oui. Non, mais là, il dirait lui-même aussi. Eh oui. On voit en tout cas en vous entendant à ce sujet à quel point le tirage est essentiel et peut tout faire en fait, changer la photographie, on peut l'avoir de façon très très différente et en tout cas le tireur est essentiel, on en a parlé tout à l'heure, mais à quel point j'imagine il doit se fondre à l'œil du photographe, je pense que ça marche pas toujours, on l'a dit tout à l'heure avec la photographie par exemple. n'est pas qu'une image, elle est aussi un objet, c'est un objet d'art, c'est un objet autant qu'une sculpture. C'est pas juste une image. On peut dire que le photographe qui a fait une prise de vue, il a fait que la moitié de son travail. Oui. Il n'a pas fini. C'est peut-être résumé un peu vite, mais. Oui, il n'a pas fini son travail. Oui. En tout cas, il n'a pas fini son travail. Oui. En tout cas, il semble aujourd'hui aussi à l'aune du numérique, avec ce que vous racontiez, Jean-Luc Monterosso, qu'il arrive que parfois le tirage soit pas au cœur de tout, ou en tout cas très 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 important pour certains artistes, qu'on est dans une forme de tiraillement entre des pratiques anciennes dont on a l'héritage, et aussi des techniques et des technologies nouvelles qui questionnent profondément la pratique photographique. Je crois que l'historien de la photographie Michel Poivert est en train d'ouvrir un collège sur les pratiques anténumériques, justement pour essayer de sauver ou en tout cas de valoriser ces techniques anciennes autour de la photographie et du tirage. Est-ce que Agathe Gaillard et Jean-Luc Monterosso, vous pensez qu'il est urgent de sauver le savoir-faire ancien, qu'il est menacé, qu'il faut en tout cas encourager ce type d'initiative et que c'est bien d'avoir une chambre noire ici au cœur de Paris? Alors moi, personnellement, ça ne me regarde pas. C'est aux jeunes de le dire, parce que moi je le pense, bien sûr, mais si vous qui êtes jeunes n'êtes pas convaincus, ça ne sert à rien ce que je pense. Donc vous, à mon avis, si vous vous intéressez à la photographie, vous devez vous intéresser profondément à la photographie et d'où elle vient, parce que sinon vous allez perdre son côté magique. À force de faire des photos avec un téléphone, ça banalise l'image. Alors que c'est quand même une chose fantastique de faire une photographie. Vous vous rendez compte, ce qui n'est pas photographié n'existe plus. Et ce qui est photographié peut exister dans des siècles. Donc c'est à vous de décider. Est-ce que vous avez besoin de la photographie ? Moi je veux dire sans la photographie, j'aurais pas eu de vie, mais est-ce que vous avez besoin de la photographie ou est-ce que vous vous en foutez ? C'est à vous de dire, ça vous appartient maintenant. Nous, avec Jean-Luc, on a fait on est arrivé à l'époque où c'était important de faire admettre la photographie, qui était méprisée. Bon, on l'a fait avec passion, on l'a fait avec grand plaisir. Oui. Hein ? On a rencontré des gens extraordinaires. On a rencontré tous les grands photographes. À ce propos, je voulais raconter une histoire. Parce que tout à l'heure, on a fait allusion à la dernière exposition qu'a fait Jean-Luc à la MEP, qui s'appelait « La photographie française existe, je l'ai rencontrée ». Or, je pense qu'il ne va pas me contredire. En 80, la première fois que je suis allé à New York, je suis allé à un vernissage à la galerie Prakapas, une exposition d'Adger. Vous savez que les Américains ont toujours voulu qu'Adger soit un photographe américain, ils l'appellent Adjet, ils veulent toujours s'emparer de tout. Bon, nous allons voir l'exposition d'Adger, mais c'est pas ça que je raconte. Et on me présente là John Sarkowski, qui était donc le directeur du MoMA, et qui parlait français d'ailleurs, parce qu'il avait une maison dans le Midi, près de Sudre, de Bria justement. Donc on me présente ce monsieur. Je sais que les jeunes photographes américains, qui emmènent en 80 ans, mais Gibson, Dwayne Michaels, tous ces photographes-là, ne l'aimaient pas, monsieur Sarkowski. Donc Sarkowski me dit, mais c'est exactement ce qui s'est passé, il s'approche de moi et il me dit «
« Ah, c'est vous qui avez ouvert une galerie de photos à Paris. C'est très méritoire, parce qu'il n'y avait pas de photographe en France. Cartier-Bresson, bien sûr. » Et je lui dis, parce que je n'ai jamais eu plein de personnes, et je lui dis, Monsieur Sarkowski, il serait temps de considérer que la photographie européenne n'est pas inférieure à la photographie américaine, elle est différente. Et il s'en va à ce moment-là, et puis il se retourne vaguement et il me dit, elle est inférieure. Quel connard! Et ben, la même chose il vous a fait, non? Oui, il m'a fait à peu près la même chose. Je suis allé voir à New York. D'ailleurs, c'est le début, c'est le prétexte de mon livre. Voilà, je suis allé le voir à New York. Il m'a d'ailleurs très gentiment reçu, curieusement. Non. Et donc, à la fin de l'entretien, je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensez de la jeune photographie française? Et il m'a dit, doesn't exist. C'est exactement la même chose. Donc, voilà, c'était vraiment ancré en lui que ça n'existait pas. Voilà. Ça s'arrêtait à Cartier-Bresson, effectivement. La photographie s'arrêtait à Cartier-Bresson. Et évidemment, tout ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est qu'à ce moment-là, il y avait Bernard Faucon, il y avait Pierre et Gilles, il y avait Dominique Isserman, il y avait Eric Choquer, Bettina Reims, etc. C'est-à-dire que, bon, ils avaient tous notre âge à l'époque, hein, oui. et donc c'était une photographie créative. Mais évidemment, ils s'y intéressaient pas. Voilà. Effervescente. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette mentalité un peu américaine qui consiste à penser que ce qui est bien, ça se passe chez eux et que tout le reste est un petit peu... Et Adjé, c'était un photographe américain. Parce oui. que Bérénice Sabot avait acheté des photographes. JR aujourd'hui, il l'appelle Gira. Et donc, voilà. Il ne faut pas faire l'anti-américanisme non plus. Mais enfin bon, je veux dire, c'est vrai que... Voilà. En tout cas, il faut dire qu'on a un patrimoine extraordinaire en France. Et bien sûr, mais il faut le défendre. Exactement, qu'il a tout intérêt à être valorisé, promu. Et justement, je trouve que c'est devenu, pour un photographe français, difficile d'exposer à Paris maintenant. Et ça me fait beaucoup de peine. Parce que ça laisse dans l'ombre notre voix, notre façon de voir, notre culture. Très bien, merci beaucoup en tout cas à vous deux pour cette causerie, cette conversation que j'ai trouvée passionnante, très libre. Je vous rappelle que cette rencontre a été organisée par l'association Gens d'Image. Alors dans une seconde, je vais quand même vous proposer de passer à des questions si vous en avez. Donc merci à Gens d'Image. C'est en fait cette rencontre... Vous me permettez de saluer dans la oui, bien sûr. La présence de Jean-François Dubos, qui est le président de la Maison européenne de photographie. D'ailleurs, avec une nouvelle exposition qui commence mardi, je crois. C'est ça. Love Songs, ouais, dédié à l'amour dans la photographie. C'est une belle responsabilité que vous avez, hein. Mais c'est formidable. Et donc, je disais, ce rendez-vous pour ouvrir cette nuit du tirage. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour parler de ce que c'est que le tirage photographique, avec beaucoup de personnalités qui vont défiler ce soir et permettre de discuter, parce que nous, on n'est pas tireurs ni photographes, mais vous en aurez ce soir, et c'est ça qui est formidable, parce qu'ils vont aussi vous donner plein de réponses à des questions plus techniques, ou peut-être, voilà, avec aussi la question du savoir-faire qu'on n'a pas pu tellement aborder, mais nous, c'était plus le savoir-faire de l'amour de la photographie. Et j'avais envie de conclure cet entretien par la phrase d'un philosophe américain du 19e siècle. Je ne sais pas très bien pourquoi c'est lui qui est venu, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. John Stuart Mill qui dit donc, et je trouve que ça va bien justement sur la question et du tirage et de la prise de vue, la photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. Voilà. Wow, génial. Donc, merci à tous. Qui c'est qui a dit ça? Alors, c'est John Stuart Mill, qui est un philosophe américain. Photographe. Au 19e siècle, il a écrit sur la liberté, notamment. Donc voilà, pour ne pas essayer d'être trop anti-américain, j'ai glissé d'Amérique à la fin. Non, mais en tout cas. Ah non, mais nous adorons certains Américains. Et puis, il y a des très grands photographes, nous le savons. Voilà. Bon, je vous propose de passer à une petite séance de questions si vous en avez. N'hésitez pas, que ce soit envers Agathe Gaillard ou Jean-Luc Monterosso, ou tous les deux. Vous n'avez aucune question? Ah, et je vous en prie. Madame Agathe Gaillard, peut-être que vous pouvez nous dire votre point de vue sur les galeries de photographie à Paris, enfin ou en France aujourd'hui. Qu'est-ce
Comment vous sentez ce niveau de la galerie Ouh. Alors Agathe, je vous coupe juste parce que je suis un peu obligé de répéter les questions parce qu'on a une prise de vue, voilà, donc ils n'ont pas le son. Donc je répète. Est-ce que Agathe Gaillard, donc une question du public, est-ce qu'Agathe, votre avis sur un peu les galeries françaises aujourd'hui à Paris ou ailleurs, d'ailleurs en France, par rapport à la photographie? Vous êtes dur parce que comme moi je ne mens jamais, vous me posez une question difficile. Je trouve qu'il y en a de très sérieuses. Et dans l'ensemble, je trouve que le marché de l'art est devenu un peu décoratif. Je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez au côté magique, au côté sérieux de l'art et que voilà, on est plus dans la rigolade. Mais j'attends que tout recommence et ce printemps m'a rendu très optimiste. Parce que j'ai senti dans l'air un désir de renouveau qui m'a convaincu. Et d'ailleurs, l'endroit où nous sommes est bien un endroit où on peut croire à l'avenir. J'ai répondu franchement, hein. Vous me posez des questions, moi je réponds. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, André? Moi, c'est pas tant une question qu'une remarque. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais on est assez prompte à dénigrer. On est quoi? Assez prompte. Oui. À dénigrer le numérique, enfin, les réseaux et tout ça, les photos qu'on peut faire et qu'on peut mettre sur les réseaux. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est absolument incroyable. Ça nous permet d'avoir nos propres galeries, nous-mêmes, sur Mais Instagram. enlevez pour parler ça, voilà. Bah, voilà. Si j'ai le Covid, tout le monde l'aura comme ça. Oui, mais vous l'aurez, vous n'en mourrez pas. Je disais, Internet aujourd'hui, et surtout les réseaux sociaux, ça nous permet d'avoir des galeries, nous-mêmes, de pouvoir exposer, on va dire, entre guillemets, parce que pour la jeune génération, c'est un outil qui est extrêmement important, un outil de visibilité qui est extrêmement important. Et je pense que les photographes de demain qui seront exposés dans vos galeries, c'est probablement des photographes qu'on va trouver qui vont commencer sur les réseaux, qui vont commencer à poster des photos sur les réseaux. Et je pense que l'œuvre, j'aime beaucoup les tirages, j'aime beaucoup aller dans les musées et voir les tirages en vrai. Sauf que je pense qu'une œuvre d'art, ça se définit avant tout par l'aura qu'il peut y avoir autour de cette œuvre. Et je trouve qu'on ne la perd pas tant que ça sur les réseaux, sur Internet, sur le numérique. Et donc voilà, je pense que c'est pas vrai de dire que le numérique et que les photos sur les surfaces numériques, on ne peut pas considérer ça comme des œuvres. Enfin, c'est pas ce qui a été dit. Ça perd l'aura d'œuvre parce que je pense sincèrement que aujourd'hui, c'est aussi une manière d'apprendre à regarder les choses, mais je pense qu'on peut percevoir l'artistique aussi directement sur le numérique et sur les réseaux, tout ça. Bon, alors ça c'est votre point de vue. On n'a pas le même âge, effectivement, il y a la même expérience de la vie. Moi personnellement, ça m'emmerde, je vais sur Internet. Je peux pas voir un tirage, ça m'intéresse pas de voir une photo sur un écran. Pour moi, une photo c'est un objet. Pour moi, une œuvre d'art c'est un objet. Mais ce n'est pas ma formation, évidemment, c'est la vôtre. Vous êtes habitué à voir les choses sur Internet, à voir les choses sur votre téléphone. Donc je suppose que vous développerez un rapport à l'art différent que celui que moi, à mon âge, j'ai connu. Mais vous ne pouvez pas faire que moi, j'apprécie de voir un tirage sur Internet. Maintenant, que vous en contentiez et que vous ayez appris à l'aimer et à vous en nourrir, c'est normal, puisque vous n'avez que ça à votre disposition. Pendant quelques années, il n'y a eu que ça à votre disposition. Mais pour moi, il y a une énorme différence entre une photo sur Internet, sur un écran, et puis une photo, et puis un vrai tirage réellement. En tout cas, il y a une question qui est claire, c'est que... Oui, pardon. Non, oui, je voulais simplement rajouter qu'Agathe, effectivement, c'est un point de vue un peu différent. Simplement, la jeune génération, c'est vrai, vous avez beaucoup de chance, parce que le numérique permet effectivement d'économiser déjà la pellicule, qui coûtait cher, le laboratoire, hein, et effectivement, comme vous le dites, de diffuser vos images. C'est quand même assez intéressant, et ça permet je dirais, de créer, enfin en tout cas de commencer à créer. Voilà. Alors ensuite, après, ce que va devenir l'œuvre, c'est à vous d'en décider. Je suis d'accord avec Agathe. C'est-à-dire que je pense que dans le numérique, on aura des artistes qui travaillent en numérique. Il y en a déjà quelques-uns, et qui créent en numérique. Bon, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est une évolution. Mais
les deux mondes vont coexister pendant un certain temps. Mais en tout cas, ça me fait penser à quelque chose que dit Agathe, la question complexe du fait que de regarder une œuvre sur un écran, effectivement, les écrans ne laissent pas l'œuvre demeurer, c'est-à-dire qu'un écran chasse l'œuvre pour une autre tout de suite. Et c'est vrai que ça pose une vraie question, cette question aussi de l'œuvre qui est là comme un objet physique, qui est présente pour un très longtemps, voire pour toujours, en tout cas pour beaucoup de vies, tandis qu'une œuvre numérique, en tout cas, il y a ce risque qu'elle soit très vite chassée par une autre, ça c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une question complexe. C'est comme si vous disiez qu'un être humain, si vous l'avez en photo, si vous l'avez en photo sur votre téléphone, vous l'avez. Non, vous l'avez pas. C'est pour ça que je parle d'une éducation du regard. Nous, on est habitués à le voir. Oui. Et c'est comme. Enfin, pour moi, je suis capable de ressentir la même chose. Je suis capable de ressentir une émotion aussi intense en voyant une photo sur un ordinateur qu'une photo affichée dans une galerie. Ah, bravo. C'est une éducation. Oui, parce que vous vivez dans le virtuel. Vous vivez dans le monde virtuel. Donc, oui, bien sûr, je peux comprendre. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, je vous en prie. Pour parler encore de ça, moi dans la création, en tout cas, le flow d'images toute la journée, moi ça me sclérose dans ma créativité. Et j'ai dû m'éloigner des plateformes d'images, notamment la plateforme Pinterest, qui est une plateforme magique puisqu'elle réunit tellement de grands photographes et on peut affiner. Et en fait, on affine toujours son regard et finalement on ne fait plus rien. Et je sais que depuis que je me suis un peu éloignée de tout ça, je me remets en tout cas à essayer à sortir mon appareil photo et à aller voir. Mais moi, c'est quelque chose qui me sclérose beaucoup, tu vois. Donc, pourtant, peut-être le même âge, mais voilà. Et si je peux me permettre, je trouve que quand même, quand on voit l'œuvre en vrai, je pense qu'en effet, on peut avoir une émotion en la voyant sur Internet. Mais je pense que quand on la voit en vrai, il y a le corps, enfin pour ma part, il y a un rapport corporel presque à l'œuvre. Alors je sais pas, presque sexuel. Oui, vous avez raison. Je sais pas comment dire, mais un truc très fort et organique qui, derrière un écran, comme tu disais, vu que juste après il y en a une nouvelle, juste après il y en a une nouvelle, juste après il y en a une nouvelle, on est moins, enfin moi pour ma part, je suis moins pris à l'intérieur de tout mon être, même si je pense qu'on peut ressentir, oui bien sûr, derrière un écran. Il y a des choses aussi que vous oubliez, c'est le côté pèlerinage. Faire un grand voyage pour aller voir les pyramides, ce qu'elles sont réellement, pour aller voir... un voyage corporel, vous voulez dire. Voilà, un vrai voyage. Se déplacer, faire un déplacement. C'est quand même extraordinaire, cette espèce de pèlerinage pour aller voir une œuvre d'art qui est dans un endroit donné dans le monde. Tandis que, bon, là, sur l'écran, bon, ça banalise, tout le monde peut la voir. Non, elle est dans un endroit précis. Et c'est un grand voyage. Et c'est une grande émotion de se déplacer pour aller la voir. Mais il est vrai qu'au moment du confinement, je vous avais écrit, Agathe, parce que j'étais un peu inquiet par justement cette fermeture des musées. Et je vous avais transmis un texte là-dessus où justement j'avais cette inquiétude devant l'idée que peut-être que l'exposition en elle-même était menacée. Alors bon, je pense que de dire qu'elle est menacée, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est intéressant d'entendre que la présence physique aussi du moment en fait de l'exposition est très important. Parce qu'on peut se retrouver avec quelqu'un dans une certaine humeur, sous un certain jour, ou seul justement. En fait, je pense que de voir une exposition, il y a vraiment quelque chose, comme vous le dites Jean-Luc, de très fort et comme vous le disiez... Et les musées sont très différents les uns des autres. Par exemple aussi, les photos ne sont pas exposées de la même façon au Centre Pompidou et au MoMA. Vous est arrivé de voir une exposition à peu près la même, ou en tout cas avec beaucoup de photographies les mêmes dans différents endroits, et de justement vous trouvez que l'exposition était très différente. Par exemple, j'ai exposé les photos d'Hervé Guibert après sa mort dans vraiment une quinzaine d'endroits dans le monde. Donc j'arrivais dans des endroits que je ne connaissais pas, et les photos étaient là, et je devais les accrocher dans un lieu qui était différent. Et donc comme les salles étaient différentes, ça m'a amené à faire des groupements de photos qui étaient différents tout d'un coup. Et je découvrais des choses que je n'avais jamais vues avant. Et je vous assure que voir une exposition, je parle d'Hervé Guibert parce que je l'ai vu dans plein de pays, c'était pas la même exposition à Madrid ou à Athènes ou au Japon. Chaque fois, c'était quelque chose d'autre qui se passait et le lieu amenait des associations d'images qui étaient différentes, que je n'avais jamais vues. Oui. Donc je découvrais Hervé Guibert nouveau à travers ces endroits différents qui
Non, on peut pas nier la force de l'endroit. On peut pas faire. Oui, la notion d'exposition, c'est Oui. vraiment dans un espace. Et c'est vrai que l'écran, ça limite, c'est impossible. Et on peut changer. Effectivement, il y a des correspondances qui s'établissent entre les images dans certains lieux, Oui. la manière dont on les accroche. Ben oui. Et on les redécouvre même. Quand on a fait l'exposition Guibert à la MEP avec Christine Guibert, eh ben, elle ressemblait à aucune autre. Parce que c'était le lieu qui amenait ça. Et d'ailleurs, on a travaillé, c'était difficile de trouver qu'est-ce qui allait fonctionner. Qu'est-ce qui allait se passer dans cet endroit. Et c'était, c'est de l'ordre magique, ces choses-là. L'accrochage d'une exposition, c'est magique aussi. C'est une vraie création. D'ailleurs, dans le métier de galeriste, le seul côté créatif, c'est ça, hein, c'est l'accrochage. Parce que c'est... Dans le métier de directeur de musée aussi. Hein. Oui, non mais c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Mais là où vous avez raison, le corps est très important dans l'espace. Alors que devant un écran, vous êtes souvent immobile. Hein. Et devant une œuvre, vous vous déplacez. Et on est seul aussi devant un écran, souvent. Pas on est toujours, seul, mais et souvent. là, on est avec d'autres alors personnes. qu'effectivement, dans un lieu, on peut être avec d'autres et parfois venir ensemble. Et oui, le voyage fait partie du pèlerinage. Roger ? On a une question. Ah, Roger, ouais. Bonjour. Et pour continuer sur la relation du corps à la photo et notamment au tirage, et je me rends compte qu'ici, il y a des tirages des dimensions différentes et qui proposent des relations différentes avec les spectateurs, les visiteurs, et le corps notamment. Et comment, d'après votre expérience, les photographes vont choisir une dimension de tirage par rapport à une autre? Alors je me permets de répéter toujours la question pour la caméra. Donc une question à propos de toujours un peu de poursuivre sur cette notion de... il y a une relation entre le corps et l'œuvre d'art. Et est-ce que, vous qui avez de l'expérience au niveau aussi des accrochages et évidemment bien sûr de vos relations avec les artistes, vous avez le sentiment que les artistes choisissent particulièrement les formats, c'est ça, hein, des œuvres, en fonction justement des tirages, excusez-moi, enfin, en tout cas des œuvres d'art du coup, par rapport justement à cette notion de corps dans l'espace et de cette notion de venir voir l'œuvre d'art dans une galerie ou dans un musée? Bah oui, en fonction de la grandeur de la pièce, oui, on peut faire des tirages plus grands, ou au contraire, ça dépend si... de toute façon, il y a des tirages qui sont... Il y a des tirages qui sont petits, par exemple les tirages de Kertész de la RS Bravo, ils sont comme ça, et on les voit très très bien. Pas besoin J'avais vu une fois des galeries américaines qui avaient obligé Kertész à faire des tirages comme ça. C'était affreux, ça avait perdu tout son charme. Ils sont parfaits, c'est des petits diamants. Par contre, il y en a qui sont grands et qui ont besoin d'être grands parce qu'on entre dedans, on se noie dedans. Mais ça dépend aussi des endroits où c'est, ça dépend des photos, ça dépend des moments. Oui, la taille du tirage, pour moi, elle n'est pas unique. Il peut y avoir des photos qui sont tirées à des tailles différentes. Généralement, il y en a une qui convient mieux. Enfin, ça, on ne le sait que quand on a toutes faites. Mais je veux dire par là qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec un négatif. On ne fait pas ce qu'on veut. Les photos, ça a une personnalité, hein, ça commande, hein, c'est vrai. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut, on obéit. On fait un accrochage, c'est obéir aux photos. Oui. C'est pas du tout directif. Alors certaines images, le format est important. C'est vrai, quand on a pu tirer en grand format, c'est le cas, ce qui s'est produit dans les années 80 avec Avedon, et Newton, quand il a tiré ses grands nus. Oh, ça c'était exceptionnel. Mais là, ouais. effectivement, là, le format était très important. Ça, c'était une exception. Oui, je pense par exemple parce qu'en petit, c'était pas... Ça n'avait pas d'intérêt. Mais là, c'était... Mais là, en grand, ça change. Ou je pense par exemple à l'œuvre de Copland, elle se comprend très Copland, bien c'est quand pareil. même Je suis d'accord avec avec des vous. grands formats. Avec des grands formats, oui. Oui. Mais puis après, on a utilisé le grand format pour des raisons commerciales souvent. Hein. C'est-à-dire, plus Pour on te tire dire, grand, plus c'est cher. Non, et Voilà. puis surtout pour prendre la place de la peinture dans son prix, dans les foires. Et là, vous voulez dire Le fameux parfois il y a format eu des... Hein? Le fameux format tableau. Oui. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que je trouve très étrange, je vais partager peut-être mon opinion sur la question dans le marché, que
que le grand format est toujours plus cher, alors que parfois... Il coûte plus cher à faire. C'est vrai. Il prend la place de la peinture. Non, mais vous reconnaîtrez que parfois c'est absurde. Lucien Clerc, qui était très très malin, très intelligent, m'avait dit un jour, il faut me faire des petits formats parce que comme ça tu en rends plus. Parce que sur un mur, ils ne peuvent pas en mettre plus. Les grands, ça se met tout à la place. Par exemple, le travail de Carrad ne se justifie pas en grand format. C'est tellement beau au petit format, quoi. C'est vrai. Ces petits nus, c'est extraordinaire. Absolument, c'est vrai qu'ils sont souvent très... Donc en fait, ça dépend beaucoup aussi du sujet et du photographe lui-même, quoi, qui choisit le format qui convient. Et j'imagine qu'il faut faire même parfois des essais et que ça peut être... Bon, ça c'est plutôt une discussion à poser justement. Par exemple, vous pourriez poser cette question à Alexandre tout à l'heure, mais en tout cas, est-ce que par exemple, c'est quelque chose qui doit être assez parfois complexe d'essayer des grands formats, puis en fait ça marche pas, ou à l'inverse, d'essayer un petit format et on se rend compte qu'il faut le tirer en grand. On n'a pas toujours les moyens d'ailleurs, parce que ça coûte cher quand même de tirer un grand. Mais il faut essayer, puis ça dépend aussi à quelle distance on le regarde. Et on est capable, dans un appartement, un tirage trop grand tient toute la place. C'est ça. Il faut une certaine distance aussi pour... Oui. Ou aussi l'importance d'un atelier, ou en tout cas d'un lieu comme ici d'ailleurs, où on peut essayer les choses. Ici, on peut tout faire. J'ai une question. Je vous en prie. Quel est votre avis sur vitre ou pas vitre? Quoi? Ah, c'est une bonne question. Pas la vitre. Moi, je suis pour la vitre parce que... Ça protège. Je vous assure que quand vous avez une galerie et que tous les mois, vous nettoyez les verres des cadres, vous pensez que c'est mieux qu'un verre. Oui. Non? Oui, je suis tout à fait d'accord. Le verre protège quand même. Surtout que maintenant, on fait des verres anti-reflets qui sont très bons. Hein. Mais un verre normal, c'est très bien. Ouais. Alors après, j'imagine que la seule différence, c'est surtout de votre papier, quoi. C'est-à-dire que si vous utilisez... En revanche, il y a certains tirages très particuliers avec certains papiers où ça se Alors, il y a un problème aujourd'hui, il y a des papiers qui sont plus fabriqués. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un gros problème. Là, n'oubliez pas la poussière, les insectes, les gens qui les regardent, qui crachent dessus sans faire exprès. Mais tout arrive. Le verre, ça sert vraiment. Avec le masque, peut-être moins. Non, mais le verre, ça sert vraiment à protéger. Et ça n'empêche pas de voir. Oui, je suis pour le verre, oui. Oui, aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Non? Bon, bah écoutez, en tout cas, on espère que cette rencontre vous a plu. Merci à tous et surtout, bonne nuit du tirage. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis surtout, merci à vous. Merci. Parce que nous, on vous raconte ce qu'on a fait, parce qu'on l'a fait. Mais vous allez vivre une autre vie. Et donc, vous allez inventer des choses. Mais nous, on a toujours eu le respect du 19e siècle, de ce qui était avant. On n'avait pas le désir de tout chambouler, sauf oui, on voulait installer la photo et que les peintres nous... Parce que moi, quand j'ai ouvert la galerie de photos, tous les peintres que je connaissais m'ont plus adressé la parole. Hein. C'était violent. Hein. C'était violent. C'était violent. mais donc vous allez inventer des choses. Et vous allez photographier des choses de maintenant, qui naturellement ne seront pas très différentes. Nous ne sommes pas différents des gens du Moyen-Âge. Nous mangeons, nous dormons, nous aimons, nous détestons comme avant. Mais il y a des petits détails quand même qui changent. Et moi, malheureusement, je serai morte, mais je serais curieuse de voir ce que votre génération va témoigner, va vivre déjà, va accepter, va refuser, et va témoigner. Et peut-être que, comme je crois à la réincarnation, je les verrai, vos photos.